C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer ? Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer et aujourd'hui, mon invité s'appelle Evgeny Oryevich, aka Nafreya. Mens sana in corpore sano. C'est du latin. Alors on va tout de suite calmer les deux ados prépubères qui viennent de tomber sur ce podcast et qui ont entendu manzana ou menzana et qui pensent qu'on va parler d'alcool et qui rigolent bêtement au fond. Donc, mens sana in corpore sano. C'est une citation, extraite de la 10e satire de Juvénal. D'ailleurs, il y a une belle allégorie à faire entre la citation sortie de son contexte et le cadre photographique, mais c'est un autre débat. Je vais vous lire cette citation. Alors, faut-il que les hommes ne fassent jamais de vœux ? Ce qu'il faut alors implorer, c'est un esprit sain dans un corps sain. En gros, quelques siècles après, on va avoir Montesquieu qui va nous dire « une tête bien faite dans un corps sain ». Bonjour Nafreya, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Bien écoute, ça va. Je vais pas avoir l'indélicatesse et la goujaterie de te demander si ton corps est sain, mais par contre, je sais que effectivement, on peut dire que tu as une tête bien faite, puisque du coup, tu vas avoir, et on va le voir, tu fais plusieurs choses. Je vais faire une rapide présentation, tu as le droit de me dire si tu es d'accord ou pas. Donc, tu es autoportraitiste, tu as travaillé avec des photographes pour des shoots en tant que modèle. Tu es aussi modèle dans l'école de Beaux-Arts, si je ne dis pas de bêtises, de la ville de Dijon. C'est ça. Là où on enregistre, c'est parfait. Tu es biologiste, tu es musicienne, tu as fait le conservatoire ? Oui, depuis l'âge de 3 ans. D'accord. Tu es une ancienne nageuse de compétition et tu es photographe. Jusque-là, tu naviguais entre Paris, Lyon et Dijon. Et tu vas bientôt poser tes valises, aller un petit peu plus loin, puisque tu vas aller jusqu'en Islande. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire à quand remonte ton premier rapport à la photographie et si tu t'en souviens ce qu'il était ? La photographie, j'ai découvert ça assez tard par rapport aux autres arts. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, j'ai commencé par le conservatoire de musique. J'ai aussi fait de la danse et des arts plastiques au conservatoire. Mais la photographie, c'est quelque chose que j'ai plus connu à mon adolescence, au final, quand j'ai commencé à parcourir Internet. Et la première chose dont vraiment je me souviens, c'était de voir passer des photographies et d'avoir ce sentiment que je ne voulais pas seulement être spectatrice, mais également participer à la création, à l'élaboration de ce que je voyais. Et c'est du coup ça qui m'a poussée à devenir un peu plus tard modèle. Ok, mais tu te souviens quel âge tu avais ? Tu te souviens dans quelle époque c'était pour toi ? Je devais avoir 13-14 ans. Et c'était beaucoup de la photographie par des photographes en général femmes, tournée un petit peu vers ce qu'on pourrait appeler pas forcément du gothique, mais d'une certaine mise en scène, tournée vers le sombre, en rapport avec la nature, souvent. Par exemple, je pense à Hélène Rock, avec qui j'ai pu travailler plus tard, et qui a vraiment été un petit peu l'élément déclencheur chez moi, un peu de cette vocation. Pour bien comprendre, du coup, tu as commencé par être modèle avant de passer derrière une caméra, ou tu as commencé par photographier avant d'être modèle ? Non, j'ai commencé par être modèle pour plusieurs raisons, parce que c'était quelque chose qui me paraissait plus naturel, quelque chose qui me paraissait aussi plus simple d'accès, à tort ou à raison. Et en fait, c'est plus tard, quand j'ai enchaîné beaucoup de shootings en tant que modèle, et que je commençais en fait à me lasser de ce que je faisais. Que c'est vrai qu'on ne me donnait pas toute la liberté que je voulais avoir sur les shootings. Donc il y avait une espèce de frustration que je me suis dit, si t'arrives pas à être satisfaite comme ça, essaye de prendre complètement les choses en main. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pris un appareil photo et j'ai commencé à faire mes premiers autoportraits. Mais qu'est-ce
qu'est-ce qui te frustrait, en fait, puisque tu disais que tu n'avais pas complètement le contrôle? Est-ce que c'était la vision qu'on te proposait, dans laquelle on t'enfermait, qui ne te plaisait pas? Est-ce que c'était la manière de travailler? Est-ce que c'était le sens? Est-ce que c'était le propos? Qu'est-ce qui te frustrait? C'était que j'avais l'impression de faire beaucoup de fois la même chose. C'est-à-dire que j'ai énormément de shooting. C'est la jeune parisienne dans tous les lieux touristiques de Paris. Et après, même quand j'ai commencé à vouloir essayer d'aller dans des choses un peu plus recherchées, et ben forcément, quand on n'est pas tout seul derrière le projet, on ne peut pas avoir toute la mainmise sur le sens que ça a. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans une recherche de sens, ça peut poser problème. Alors c'est pas forcément un problème de la faute de quelqu'un d'autre, mais juste, forcément, quand on va collaborer avec d'autres gens, on va devoir faire des concessions. Et même, je voulais exprimer certaines choses, travailler d'une certaine manière qui n'était pas forcément recherchée par les photographes. C'est-à-dire que je me souviens d'un photographe qui m'avait dit, alors que j'essayais des expressions, justement, parce que je ne voulais pas rester juste la jolie nana sur la photo, mais vraiment avoir des expressions. Ce photographe qui m'a dit « Essaye d'être plus neutre ». Et j'ai fait trop de photos neutres dans ma vie, et je voulais aller au-delà de ça. Comme je disais dans ton introduction, tu es une personne, on va dire, tu es une tête bien faite et pluridisciplinaire. Donc tu es musicienne. Si je ne me trompe pas, ton instrument, c'est la guitare sèche. Guitare classique. Guitare classique, voilà. D'accord. Donc guitare classique, tu es photographe, tu es biologiste. Est-ce qu'il existe entre au moins ces trois patterns, ces trois activités, ces trois faces de ta réflexion? Est-ce qu'il existe des passerelles pour toi entre ces trois entités et la photographie? Alors oui, c'est-à-dire que déjà, j'ai l'impression que moi, j'y applique un état d'esprit un petit peu commun, à savoir ne pas voir les choses uniquement d'un point de vue détaché. Par exemple, en musique, ça va être voir la note uniquement pour la note et pas dans l'ensemble de la musique. Et en sciences et en photographie, c'est pareil. C'est voir la photographie comme un ensemble entre la lumière, le cadrage, l'expression. La pose, pour moi, est quelque chose qui va vraiment suivre une même énergie du bout du pied jusqu'aux cheveux. Et la science, c'est ne pas voir un élément tel qu'il est, mais essayer de chercher des liens de causalité, de voir dans tout le système quelle part il a. Et du coup, ça va vraiment être une vision globale de ce qu'on fait, et ne pas faire quelque chose de mécanique où on va juste additionner des éléments sans réfléchir. Entre la musique, la photographie et la biologie, quelle est la discipline dans sa pratique qui te rapproche peut-être le plus du mode de pensée que tu empruntes quand tu photographies? Alors, je sais que tu as déjà commencé à répondre à cette question dans la partie précédente, mais est-ce que... je sais que les musiciens, j'imagine que les musiciens ont une représentation visuelle, une transcription visuelle d'une partition, d'un son, d'une mélodie dans leur propre espace mental. La photographie, on vient faire des dessins préparatoires, des choses comme ça. La biologie, alors je suis un très mauvais biologiste, donc je vais même pas rentrer dans ce sujet, mais est-ce qu'il y en a une qui, pour toi, se rapproche le plus? La musique, peut-être? Alors la musique, après, je me différencie pas mal par rapport à ce que tu viens de dire, à savoir que je ne fais pas de croquis préparatoires. Et en musique, en fait, quand je vais écouter ou voir une partition, ce n'est pas une image mentale que je vais avoir, mais au final, quelque chose qui est lié à mon activité de modèle, à savoir une espèce d'énergie dans mon corps, qui fait que quand j'écoute une musique, j'ai une énergie dans mon corps que je ne peux pas retranscrire avec des mots, et qui oui, représente ma réaction à cette musique. Et c'est pour ça que la musique nourrit aussi mon activité dans l'autoportrait, parce qu'en fonction de ce que je peux écouter dans la semaine, eh bien, je ne vais pas avoir la même inspiration corporelle quand je vais faire des photos. Tu te nourris beaucoup de musique, du coup, dans ton travail photographique? Pas directement, c'est-à-dire que je n'ai pas de procédé vraiment où je vais décider d'écouter telle musique pour arriver à telle photo, mais c'est indéniablement des choses qui sont très liées. Donc tu m'as expliqué que tu m'as expliqué comment tu étais passé
de modèle à photographe, ce questionnement et cette envie de faire les choses peut-être plus librement, ou en tout cas plus à ta manière, plus à ta façon. Qu'est-ce qui a la première fois motivé, ou qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'acte en tant que modèle, justement? En tant que modèle, c'est juste une question d'opportunité. À savoir que je suis arrivée sur Paris pour mes études au départ de médecine. Donc on quitte le foyer familial, on se retrouve avec son appartement dans Paris, donc une ville où il y a énormément de photographes. Et donc j'avais déjà l'envie depuis plus d'1 an, mais là j'en ai eu l'occasion. Donc ça n'a pas été très compliqué de passer à l'acte. Et en fait j'ai juste tout simplement posté un message sur mon Twitter de l'époque. Et c'est donc Marie Buchan qui m'a répondu, avec qui j'ai fait tous mes premiers shootings et qui m'a vraiment tout appris, quoi. D'accord, donc tu arrivé sur Paris et puis envie de tester ça. D'accord, donc je ne vais pas te poser la question justement sur le passage de modèle à photographe, parce que tu y as déjà répondu, plus haut dans le podcast et plus haut dans la discussion. En termes de pratique photographique, donc on va diviser, si tu veux bien, je vais pas dire ton travail, parce que ton travail c'est déjà orienté à la discussion, mais on va diviser le champ des photographies qui te concernent entre celles que tu peux faire et celles sur lesquelles tu apparais, si tu veux bien. Dans justement le champ de ton travail, il y a un questionnement qui est celui de l'autoportrait. Si tu considères que le terme est bon, ou peut-être que tu considères que c'est une étude systémique de ton corps, ou que tu veux le dire différemment. Non. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tant pour mon corps que tout simplement pour une expression brute, plus des envies que j'ai envie de représenter. Je vais avoir une idée et je vais vraiment la mettre en action dès que j'en ai la possibilité. Et après, il y a aussi beaucoup d'improvisation dans ce que je fais. Donc je vais mettre mon fond, j'ai réglé mon appareil photo et en 10 minutes, je peux complètement changer d'idée. Et donc en fait, il n'y a pas forcément d'études dans le sens où je ne vais pas partir avec une idée préconçue et vouloir mettre un certain sens prédécidé dans les photos. Ça va vraiment être à l'instinct. Vraiment, je pense que ce qui peut résumer mon travail aussi bien en photo que là, j'ai commencé à composer en musique, c'est l'instinct. Est-ce que c'est aussi cet instinct qui t'a poussé à commencer peut-être peut-être que c'est absolument pas ton premier essai dans la photographie, mais est-ce que c'est l'instinct, pardon, qu'est-ce qui t'a motivé à avoir cette pratique autoportraitiste? Parce que généralement, pas dire, on va essayer d'éviter de faire des généralités ou des banalités, mais quand on commence à travailler avec un appareil photo, quel que soit le médium, on est physiquement derrière l'appareil photo et on a plutôt tendance à essayer de cadrer ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et pas beaucoup de personnes, dès le début de leur pratique, se tournent vers cette notion du moi image, j'allais dire du moi public, mais du moi image. Et qu'est-ce qui t'a donné en fait cette envie-là? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait donné l'idée d'un point de vue clair, mais c'est que j'avais cette envie d'interpréter. Savoir que quand j'ai une idée de photo, le fait de devoir la communiquer à un modèle, ça va être quelque chose qui va déjà un peu diluer le message. Tandis que là, il y a quelque chose on a l'impression que ça sort directement de tes entrailles, quelque chose d'assez viscéral, qui fait qu'il n'y a pas de barrière entre la vie qu'on veut donner dans la pose et ce qu'on est en tant que photographe. Est-ce que tu... pour tous nos amis d'origine italienne ou parlant italien, je suis désolé, je vais vous écorcher les oreilles, le fameux traditore, traitore, à savoir les traducteurs sont des traîtres. Si je comprends bien, toi, t'en es venu à cette pratique d'autoportrait parce que tu considères justement que c'est même pas une question de pas arriver à se faire comprendre pleinement du modèle, mais que le modèle avec qui tu échanges, lui, n'est pas capable de concevoir pleinement la volonté qui est la tienne et que tu préfères être ton propre modèle, du coup? Pas forcément, c'est-à-dire que je travaille de temps à autre avec des gens qui me sont très proches. C'est-à-dire que je travaille pas vraiment avec des gens extérieurs. Mais c'est plus
parce que je n'ai pas l'impression d'être à fond dans une photo si ce n'est pas moi qui vais l'interpréter. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de photo, il y a beaucoup d'instinct, ce qui fait que je n'arrive pas forcément à expliquer la pose que je veux. Je vais la vivre, moi, dans mon corps. Donc, c'est mon corps qui va la faire ressortir, là où mes mots vont sans doute manquer. Et donc, c'est vraiment cette partie de moi qui se dit que prendre la photo, c'est bien, mais la faire du début à la fin, c'est ce qui me correspond le mieux. Est-ce que... Alors, est-ce que non, c'est plutôt comment? En plus, tu m'as dit que c'était... Alors, faut savoir que pour ce podcast, je travaille avec je travaille d'une manière qui est simple. C'est-à-dire que généralement, je contacte une personne, comme c'était le cas avec toi, et je vais proposer, si la personne accepte, de partager un document Keep qui me permet de diffuser les questions avec la personne. Et l'idée est que on ne prépare pas trop les questions, enfin, on ne prépare pas trop les réponses, mais voilà, au moins la personne... Les réponses un peu vagues parfois, parce que j'ai du mal à expliquer ce que je pense. Non, pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, en fait, je t'ai présenté, et la première version de la présentation, je commençais en disant que tu étais modèle, parce que j'avais lu un résumé sur un site, ou sur un site où tu avais un profil, et tu m'as dit que cette période était plutôt derrière toi, justement, et qu'en ce moment, tu te voyais... Et tu vivais plus et tu ressentais plus ta pratique comme étant celle d'une photographe que celle d'un modèle, d'où la question et cette longue digression pour la poser. Comment le fait d'avoir été justement modèle, donc que ce soit en photographie, que ce soit au sens large dans des cours de dessin aux Beaux-Arts, comment ça modifie peut-être ton regard sur ton travail, peut-être sur une perception, une vision différente sur le corps humain au général, et peut-être même ta propre vision de ton corps, photographiquement? Déjà, dans la manière de travailler, le fait d'avoir travaillé aux Beaux-Arts, ça donne une vision très géométrique du corps. Parce que forcément, aux Beaux-Arts, il y a beaucoup de dessins anatomiques qui sont faits. Et c'est vrai que, par exemple, pour travailler, je déteste les modèles qui enchaînent des poses toutes les 2 secondes. Je préfère prendre mon temps pour travailler chaque pose. Après, en autoportrait, étant donné que c'est quelque chose de très personnel, l'expérience que j'ai eue n'a pas forcément beaucoup d'impact. Là où je pense que le fait d'avoir été modèle avant d'être photographe a une importance, c'est plus quand je vais travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de se faire manquer de respect par des photographes. Voilà. C'est une question qu'on va aborder un petit peu plus tard. Et au final, en fait, une chose où en autoportrait, le fait d'avoir été modèle m'a aidé, c'est que en ayant été modèle, j'ai reçu énormément de propositions de photographes. Et donc, je sais quelles sont lesquelles qui m'ont ennuyé et quelles sont celles que j'ai vu passer trop de fois pour les considérer encore comme originales. Et du coup, ça m'a permis un petit peu d'orienter. Parce que je me dis que si en tant que modèle, je n'avais pas envie de faire ce projet, j'allais peut-être ne pas y penser en tant que photographe. Et au final, ça m'a permis, je pense, de développer quand même quelque chose d'assez personnel, puisque il y a aussi eu une espèce, pas de dégoût, mais d'esprit très critique vis-à-vis des autres photographes avec qui j'ai pu être par le passé. Alors c'est pas quelque chose de méchant envers eux, évidemment, mais par tous les messages que j'ai eus, toutes les collaborations que j'ai pu faire, j'ai quand même beaucoup affiné mes goûts. Et maintenant, je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je ne veux pas. Ouais, et ça, c'est quand même... C'est un point qu'on va aborder un petit peu après, mais oui, je comprends tout à fait, c'est quelque chose d'assez... non, c'est quelque chose de primordial pour moi dans la photographie. Enfin, c'est aussi ce qui fait que d'une certaine manière, je travaille peu avec des modèles, mais plus avec des personnes que je connais, avec qui il y a un lien de confiance, qui au-delà de la relation humaine se ressent aussi dans la photo, mais que malheureusement trop souvent dans les exemples que je peux avoir autour de moi dans des studios prestigieux ou dans la pub ou dans les choses comme ça, le modèle est, je vais pas dire c'est pas de la chair à canon, mais homme ou femme, c'est encore plus femme que homme, c'est vraiment sois belle et tais-toi. Et j'ai déjà eu des choses comme ça, c'est-à-dire que
c'est l'instant anecdote. Vas-y, je t'en prie. Donc, j'étais modèle pour, en fait, pour un concept d'un édito maquillage, coiffure et tenue un peu moindre. Et donc, c'était un studio, donc je ne nommerai pas parce que sinon, on connaît. Mais, et du coup, la maquilleuse coiffeuse voulait me décolorer les cheveux. Donc, ce à quoi je me suis opposée, elle m'a posé la question, ce qui était très poli de sa part. Et en fait, elle était sous la supervision d'une chef coiffeuse et d'une chef maquilleuse. Et quand la chef coiffeuse a entendu le fait que je refusais la décoloration de mes cheveux, je l'ai entendu dire, parce qu'elle était juste au-dessus de moi, j'étais assise sur la chaise de maquillage, et les deux étaient derrière mes épaules, dire à ma maquilleuse coiffeuse, mais son avis, on s'en fout, elle est juste modèle. Ouais, après, il y a cette notion, effectivement, il y a cette notion d'acceptation au-delà du contrat de ce qu'on veut faire en photo, et après, je suis certain qu'il y aurait eu d'autres modèles qui correspondaient à leurs critiques et à leurs critères physiques, esthétiques, plutôt esthétiques plutôt que physiques, si tu permets, et qui, de base, si on leur avait proposé, auraient accepté qu'on leur décolore les cheveux, mais là, on rentre effectivement dans une autre discussion. Surtout que là, on m'avait casté parce que j'étais rousse. Donc, on avait mis comme critère principal de la recherche qu'il fallait une rousse, et après, on voulait me décolorer les cheveux. Ouais. Effectivement, c'est pas le truc le plus. C'est pas le truc. Non, mais si, mais tu sais, du roux, mais blanc. Mais elle est rousse. C'est un concept. Elle est rousse. Ouais, mais plutôt rousse. On peut faire du roux plus blanc que blanc. Ouais, enfin, on peut faire beaucoup de choses plus blanc que blanc, mais là, on est. Bon, c'est pas tellement l'idée de la chose. Je vais faire une référence à. Que je considère ton book, puisque moi je connais ton travail via Instagram, et j'ai rencontré ton profil photographique et ton travail photographique sur Instagram. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vu que tu étais aussi présente sur des sites sur lesquels tu es passé pour des modèles, des choses comme ça. Tu as j'ai envie de dire book, portfolio, sur le site de Vogue Italia. Où tu exposes, si je ne dis pas de bêtises, et tu m'arrêtes du coup si je dis une bêtise surtout, uniquement ton travail. Oui, tout simplement pour une question de droit d'auteur. Que ce sont des books, le site de Vogue Italia précise bien que ce sont les books des photographes, et du coup toutes les photos que je mets doivent être de mon travail photographique, et pas en tant que modèle. Première question, Vogue Italia, alors pourquoi Vogue Italia, et si le principe existe, est-ce que c'est un choix par rapport à tes métiers, par rapport à l'image de modèle, à l'image d'une femme qui pose en photographie? Est-ce que c'est un choix de le faire sur Vogue Italia et peut-être pas Vogue France ou Vogue UK Alors en fait, le concept de portfolio en ligne pour des photographes qui ne sont pas affiliés directement à Vogue, ça n'existe que sur Vogue Italia. Donc ça s'appelle Photovogue, en fait, la plateforme de Vogue Italia pour ça. Donc, il existe juste pour Vogue Italia. Et en fait, j'avais connu la plateforme parce que je connaissais des photographes avec qui j'étais en contact qui avaient leur book là-bas. Ouais. Et c'est vrai que moi, si je m'y suis mise, c'est uniquement pour une question un peu de marketing. Le fait d'être publié sur cette plateforme, pour certaines personnes, en sorte, ça a de l'importance. Oui, bien sûr. Là, le fait d'avoir... On parle de Vogue. Voilà. Et je me dis que peut-être quelqu'un trouvera mon travail sur ce portfolio, mais c'est vrai que sinon, en communication, ma présence sur les réseaux sociaux est assez limitée. Plus un choix stratégique, par rapport à ton travail. Ok, c'est vrai que généralement, alors j'essaie de ne pas oublier que les personnes qui peuvent écouter ce podcast peuvent autant être des professionnels de la photo que des passionnés, que des curieux. La question de montrer son travail, et j'imagine quelque chose qu'on abordera plus tard dans un épisode un jour, mais on va avoir différents modes, effectivement. On va avoir des sites comme Beyoncé de Adobe, qui est la plateforme gratuite et qui maintenant fait partie du pack Photoshop, Lightroom pour présenter son travail. On va avoir tout ce qui va être la galerie de sites sur mesure qu'on peut faire, des skins WordPress, des skins Drupal, des choses comme ça. Mais c'est bien que tu me réponds à cette question, parce qu'on revient. Alors je fais une petite aparté pour les gens qui découvrent cet épisode 4. Allez écouter l'épisode 3,
et surtout aller écouter les 2 autres avant qui sont aussi très intéressants. Mais dans l'épisode 3, en fait, à un moment, je discute, puisque c'est un épisode tout seul, sans invité. Je discute de l'importance de montrer son travail et la photo. Si vous faites une photo à un moment, c'est que vous voulez la montrer. Si vous ne partagez pas votre photo, c'est triste, mais c'est comme si vous achetez un super bon gâteau et puis vous le mangez jamais, vous le laissez dans votre frigo sur le bord de la fenêtre. C'est dommage, mais ça fonctionne pas comme ça. C'est justement une question que je me pose actuellement. Celle de comment te montrer ton travail ? C'est ça, c'est-à-dire que la seule plateforme que j'utilise régulièrement, c'est Instagram. Puisque Vogue, il y a notamment ils doivent accepter chaque photo, il y a un nombre limité de photos. Il y a il y a un système de curation. Pardon, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Voilà. Et du coup, c'est vrai que donc j'ai vu que tu voulais en parler plus tard avec le shadow ban, etc. J'ai beaucoup de mal à atteindre le public que je veux atteindre sur Instagram. Et c'est vrai qu'étant donné que je ne suis pas quelqu'un de très poussé vers l'extroversion, je me pose de plus en plus la question sur comment montrer mon travail et est-ce que je dois vraiment le montrer ? Parce que est-ce que le fait de voir que mon travail a du mal à marcher auprès du public, au final, n'est pas plus néfaste que le fait de le garder pour moi ? Alors, petite digression pour te répondre. Je pense que tu dois toujours montrer ton travail en photographie. Les seules photos que tu ne montres pas, entre guillemets, avec de très grands guillemets, sont celles qui vont sortir de ton editing. Alors pour rappel, l'editing, c'est une fois que vous avez fait vos photos, si vous faites 100 photos, alors ça marche surtout beaucoup pour le reportage. Quand on est en studio, on travaille un peu différemment et on maîtrise beaucoup plus. Quand on fait du reportage, si on fait 100 photos, on va considérer que si on en garde 10 qui correspondent vraiment aux besoins, à la commande, à ce qu'on veut faire, c'est déjà un maximum. Donc, dans les 90 photos qu'on va dégager, parce qu'elles ne correspondent pas... Ok, c'est normal, de toute façon, elles ne correspondent pas, mais... Non, je t'arrête tout de suite, il faut que tu montres ton travail. Pardon, le fait après que le public... alors, c'est vraiment une autre question qui va arriver après. Le fait que ça ne rencontre pas le public, c'est pas une question de la qualité de ton travail. C'est une question de la gestion, de la curation et de la plateforme sur laquelle tu poses. Il y a 500 pixels, qui est très bien. Je sais que tu as un compte 500 pixels. Alors 500 pixels, pour que les gens comprennent, ils découvrent peut-être aussi 500 pixels. C'était une plateforme, et c'est toujours une plateforme qui a été assez réputée, assez connue il y a 6-7 ans de ça, oui, peut-être. Oui. Et en fait, l'idée, c'était de faire une photo en 500 pixels, de sortir une photo avec au moins un côté ou les deux côtés, pas forcément un carré, mais au moins un 500 pixels, qui veut dire une photo quand même assez légère. Maintenant que vous savez ce que c'est que la définition et la résolution, si vous ne le savez pas, écoutez cet épisode 3. Voilà, maintenant je ne le dis plus. 500 pixels, c'est une définition, enfin du moins une largeur ou une hauteur qui est assez petite. Donc sur les définitions qui sont actuellement 1920 par 1080, qu'on appelle le 1K, 4K c'est 4 fois 1920 par 1080, ça représente une petite portion. Donc ça veut dire des images lisibles facilement, chargeables facilement. Fin de la parenthèse sur 500 pixels. Donc, pour en revenir à ton cas, non, mais il faut montrer son travail. C'est absolument... Alors après, si Instagram ne correspond pas, tu as Pinterest, à la limite. Mais Pinterest, c'est pas vraiment une plateforme pour montrer son travail. Moi, j'utilise plus pour faire de l'archivage, pour rechercher des pistes en photographie. Mais tu as du 500 pixels, ou alors, tu sais quoi, tu mets des billes 50 € dans un skin WordPress, t'installes WordPress sur un espace OVH que t'achètes, donc qui a un fournisseur d'accès. Tu gères ton site comme tu veux. Tu peux gérer l'accès à certaines galeries avec des mots de passe. Tu peux avoir des galeries publiques, tu peux avoir des books plus spécifiques selon ce que tu veux montrer, à qui tu veux montrer. Non, mais par contre, non, montrer son travail, c'est pas forcément ton travail qui est en cause. C'est vraiment plus la plateforme sur laquelle tu la poses. Je vais faire une allégorie avec la musique. Si à un moment tu joues un morceau, c'est pas qu'il n'y a pas de... Alors, je me perds, mais c'est pas qu'il y a de mauvais joueurs, c'est pas qu'il y a de mauvais joueurs et que des bons instruments, mais ce que je veux dire en fait, c'est que non, le travail il doit être montré, le travail il doit être partagé. Enfin, je vais pas dire que c'est l'âme, mais c'est une grosse base de la photographie en fait. On doit montrer notre travail en photo. Et voilà, c'était une question qui était en réflexion donc là depuis longtemps. Donc peut-être un site
et je lâche l'exclusivité. Attention, vous l'entendrez en premier sur No Filter. Peut-être, je dis bien peut-être, un projet de livre en fait, de recueil, d'une part photo et d'autre part des explications sur la démarche d'autoportrait, de clair-obscur, plein de choses comme ça. Eh ben, je vais juste mettre un mot-clé, comme ça les gens qui connaissent, allez regarder Blurb, B-L-U-R-B, et on discutera si tu veux hors podcast de la chose, puisque j'avais exactement la même discussion avec l'invité du premier podcast, à savoir monsieur Florent Renaud, qui m'a tiré les oreilles sur ce que j'ai dit sur l'argentique, donc je ferai un erratum en fin de podcast. La même discussion sur justement le démarchage de galeries, l'édition, et c'est aussi une question que je me pose moi sur certaines séries de photos comme Dr Pong, ce que j'avais fait au Dr Pong, qui est un bar à ping-pong de Berlin, ou ce que j'ai pu faire sur le jardin zen d'Éric Borja il y a plusieurs années. Non, c'est une vraie question, mais dans tous les cas, ouais, il faut montrer son travail. Je te propose qu'on reprenne la suite. Donc, on parlait de Vogue Italia, et tu as répondu à pourquoi Vogue. Alors, ton travail photographique. Alors là, si vous entendez à la voix que j'ai plus le nez dans mon cahier, c'est normal, parce que j'ai remis le nez dans mon cahier. Donc, ton travail photographique personnel est souvent sous l'aspect graphique du clair-obscur. Amis historiens de l'art, asseyez-vous, détendez-vous. Je vais parler du clair-obscur, je vais vous très certainement dire des énormités, mais je vous aime quand même. La technique du clair-obscur, c'est une technique picturale provenant de la Renaissance avec comme inventeur, certains lui donnent comme inventeur Raphaël, d'autres lui donnent quand même beaucoup plus comme inventeur le Caravage, dit El Caravaggio. Et le Caravage a une notion très intéressante, c'est qu'il a aussi beaucoup travaillé cette question d'identité dans sa peinture. Petite parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas le Caravage, c'est pas grave, ça va bien se passer. C'est un grand peintre italien qui... par exemple, je vais prendre l'exemple peut-être le plus connu, celui du bouclier de la Méduse, où il représente donc du coup la Méduse, cette créature de la mythologie grecque, puisque tout ce qui est Renaissance revient aux antiques, et il représente le visage de la Méduse, qui est normalement une femme, et il met son visage, il peint en tout cas la Méduse sous ses traits, et il y a plusieurs fois, à plusieurs occurrences dans le travail du Caravage, certains personnages, notamment les personnages principaux, ont plus ou moins son apparence. Après, de là à mourir sur une plage, les historiens comprendront cette référence débile. Donc, le Caravage qui a travaillé sur l'identité, c'est une époque, la Renaissance, où la place de l'homme commence un petit peu à vibrer, un petit peu remise en question, avec le retour à la philosophie des antiques. Et on revient mettre un petit peu... l'homme à l'écart de la religion, ou du moins différemment, on va rentrer un petit peu en biais dans la notion religieuse, dans la notion religieuse, avec la découverte des sciences antiques. En quoi la peinture de la Renaissance, ou alors peut-être tout à fait un autre mouvement pictural, mais en tout cas moi j'ai ressenti plus comme la peinture de la Renaissance, en quoi ça t'inspire, en quoi ça modèle, ou en quoi ça peut motiver ton travail? Alors, la première explication que je vais te donner, c'est la plus terre à terre, à savoir tout simplement mon éducation. Parce que donc, j'ai commencé le conservatoire à 3 ans, conservatoire classique. J'ai toujours baigné dans les arts classiques, danse classique, etc. Donc, depuis toujours, j'ai ces références en tête. Donc, avec un grand-père qui était un grand fan de Vermeer. Donc, pour moi, ce sont vraiment des artistes qui m'ont marqué, qui ont façonné mon chemin sur ce que j'ai pu faire dans l'art. Et ensuite... le Caravage, puis même Artemisia Gentileschi, que je préfère légèrement au Caravage, ont dans leur technique de clair-obscur quelque chose que j'aime beaucoup en photographie et qui pour moi est vraiment dans mes premiers objectifs, mes premières préoccupations quand je prends une photo. Je dis toujours, c'est sculpter la lumière. Je n'aime pas, c'est-à-dire que je suis plus réticente à l'idée de faire soit des photos où il n'y a que des lumières, soit des photos où il n'y a que des ombres. Pour moi, pour mon travail, évidemment, il y a des photos que je trouve très intéressantes qui ne correspondent pas à ce canon-là. Mais dans mes photos, j'aime beaucoup avoir ce travail de lumière qui va juste venir avoir un côté graphique sur certains éléments. Et cet entrevêchement de lumière et d'ombre
qui va pouvoir appuyer la signification de la photo, appuyer les expressions du visage. Et c'est quelque chose qui, depuis le début, est vraiment dans mes motivations. C'est un de mes leitmotifs dans mon travail. Alors, merci d'expliquer ça, et merci de l'expliquer de la sorte. Ça me permet de rebondir revenir 2 secondes sur cette définition du clair-obscur. Donc, on a placé dans une ligne de temporalité artistique le mouvement du clair-obscur. Après, dans cette définition, c'est effectivement... je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, c'est une expression que vous allez entendre, c'est une expression que vous allez m'entendre utiliser très souvent dans ce podcast. C'est l'expression mettre en lumière. Au-delà de l'aspect photographique de la chose, le clair-obscur, faut imaginer une zone générale sombre, et les éléments qu'on veut faire communiquer avec d'autres, les éléments qui doivent parler aux regardeurs, vont être mis en lumière, ils vont vraiment être dessinés. Tu as utilisé le terme sculpter la lumière. La photographie, 95% du travail, c'est quand même de la lumière. Pour pas dire 99%. Le clair-obscur, c'est vraiment cette manière de mettre en avant via la lumière, et donc mettre en avant, c'est comme un cadre, ça veut dire aussi mettre d'autres choses en arrière, via l'obscurité. On retombe un petit peu sur les notions de... je les ai perdues. Les notions de photographie low-key et high-key que j'ai pu très rapidement survoler, aborder le mois dernier. Donc le low-key, c'est une photo qui va être de manière générale très sombre. Le high-key, au contraire, ça va être une photo qui va être presque surexposée. Et donc le clair-obscur, ce serait pas le mélange entre les deux, mais ce serait une photo low-key où, d'un coup, quelqu'un s'est amusé à revenir mettre en évidence quelque chose de particulier. Je pense qu'en description, je vais me le noter tout de suite. En description, je vais mettre un article vers le clair-obscur, et très certainement un travail du Caravage. Article clair-obscur plus tableau Caravage. Voilà, Artemisia Gentile. Tableau Caravage. Eh ben, tu sais quoi, je veux bien que tu me conseilles et que tu me communiques un lien d'un tableau justement de cet artiste qui te correspond, et du moins à ton canon et à ton goût, et qu'on pourra mettre. Et j'avais justement vu une comparaison très intéressante d'une même scène mythologique peinte à la fois par le Caravage et par Artemisia Gentileschi, donc qui était une femme élève de Caravage, et donc une scène mythologique où une femme tue un homme, et c'est assez intéressant. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est un tableau avec une histoire de Salomé, je ne sais plus exactement. Je m'embrouille un petit peu, mais le Caravage met la femme en distance de la violence, alors que Artemisia Gentileschi met vraiment la femme qui assassine directement l'homme en pleine force, en fait. Alors, est-ce que c'est pas... Alors, pareil, Pierre-Olivier, si tu entends cet épisode, vu que tu es docteur en histoire de l'art, je suis désolé, je vais te donner de l'hyperventilation. Et puis là, j'ai pas envie de sortir mon téléphone pour faire des recherches. Voilà, autant vous le dire. Est-ce que c'est pas Salomé qui coupe la tête de je ne sais plus qui, et un serviteur qui s'apprête à récupérer la tête sur un plateau d'argent? J'ai cette trace dans mon souvenir des cours d'histoire de l'art à la fac. Donc je vois à peu près le tableau, mais par rapport à ce que tu dis, ce qui est très intéressant, c'est que dans la vision où c'est le Caravage qui peint, c'est alors avec de très 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 grands guillemets, parce que j'espère qu'à l'époque c'était pas aussi sale que maintenant, c'est une masculinité qui peint un meurtre, un homicide, alors que dans l'autre cas c'est une femme, c'est une féminité qui vient peindre un homicide, mais attribué et effectué par une femme. Donc il est intéressant de voir effectivement la différence peut-être de traitement entre ces deux peintures. Comment tu construis, je sais qu'il y a un petit peu déjà répondu, mais comment tu construis tes séances de travail? Comment est-ce que tu travailles ta photographie? Tu m'as déjà répondu là en m'expliquant qu'est-ce qui motivait, comment la peinture de la Renaissance pouvait, et le clair-obscur principalement, te motiver et diriger ton travail. Comment tu travailles en photographie? Et avant, je remets une petite cartouche sur la question d'avant. Au-delà de la picturalité de la Renaissance, est-ce qu'il y a un ou plusieurs autres mouvements
picturaux qui motivent ton travail? Alors, d'un point de vue direct, non. C'est-à-dire que vraiment le clair-obscur de la Renaissance, c'est quelque chose que je vais chercher de manière consciente à retravailler. Mais après, dans les choses les mouvements artistiques que j'aime beaucoup et qui donc forcément m'inspirent, alors j'aime beaucoup la scène un peu surréaliste de peinture polonaise, comme Zdzisław Beksiński, ou alors j'ai une certaine adoration pour le Hollywood des années 30 à 50. Donc voilà, pareil avec des lumières très marquées, c'est-à-dire que quand on regarde les photos de Marlène Dietrich, il y a une lumière qui est très caractéristique et qui du coup, moi, me reste un petit peu en tête. C'est un petit peu, alors c'est un parallèle très facile, hein, c'est un petit peu ce qu'a fait Harcourt en vendant au grand public un principe de lumière, mais qui au final est tout le temps le même. Oui, et même et qui en plus ces dernières années, que je trouve a tendance à devenir de plus en plus fade. Je commenterai pas, enfin, c'est pas que je veux pas commenter le travail qu'a fait le studio Harcourt, c'est que comme tout mouvement graphique, comme tout mouvement pictural, c'est quelque chose qui est forcément daté dans une temporalité. Et on a fait tellement de progrès, pas dans la compréhension de la lumière, mais dans la gestion. On arrive à des choses tellement plus fines. On est passé par la lumière jaune, un spectre jaune, des couleurs plutôt chaudes. Maintenant, on va vers des choses qui sont beaucoup plus froides avec les LED. Enfin, ça a tellement évolué que c'est un petit peu comme regarder... Alors là, je vais trigger des gens dans le podcast, je suis désolé. C'est un petit peu... j'espère que ça va pas te trigger toi. C'est un petit peu comme regarder la première trilogie Star Wars, donc épisode 4, 5, 6, et regarder de nouveau maintenant les épisodes 1, 2, 3, purement d'un point de vue des effets spéciaux, et on se rend compte que l'image, au final, a beaucoup plus vieilli sur la trilogie 1, 2, 3, alors que celle qui était faite avec de la bande du film 35 mm et des effets spéciaux spécifiques, de la peinture, des choses comme ça, bah en fait, cette image-là, même remasterisée, elle a presque pas vieilli, quoi. Et elle a une chaleur que n'ont pas les effets spéciaux. Comment tu prépares, comment tu travailles tes séances photos, s'il te plaît? Alors, en général, j'ai une idée ou juste une envie. Parfois, je n'ai pas d'idée, mais je ressens l'envie, le besoin de faire des photos. Donc, je suis dans ma chambre. J'ai un drap gris que j'accroche avec des punaises ou sur mes étagères avec des objets lourds. Et ensuite, je place mes lumières. Donc mes lumières, c'est pas de softbox ou de flash. Ce sont des lampes de chevet. Et dernièrement, j'ai fait des photos éclairées uniquement avec la lampe torche de mon téléphone. Voilà, je règle mon appareil, je mets le retardateur et je passe une demi-heure à courir entre l'appareil et ma place. Alors, est-ce que ça veut dire que alors, il y a des questions qui découlent de ça que je vais poser au fur et à mesure, mais... Donc ça veut dire que tu ne travailles pas avec un ou une assistante, tu travailles toute seule. C'est intéressant que tu parles de lumières qui sont justement des lumières qui ne sont pas professionnelles, parce que le gros avantage, c'est que, et ce que je disais la dernière fois, c'est qu'au final, la photographie, et j'invite les gens, si tu l'acceptes, au moins à aller voir ton travail on mettra le Vogue Italia, si tu veux bien, en description. Lâchez votre follow aussi, c'est important. en description de l'article, enfin du podcast sur ton travail. Il y a vraiment, on avait eu déjà cette discussion un petit peu il y a quelques mois, mais il y a vraiment un rendu pictural qui est très intéressant, un rendu technique qui est très intéressant sur ton travail. Et à part si on va chercher des exifs ou des choses comme ça, on n'est pas capable de dire ah bah tiens, ça a été fait avec telle source de lumière ou alors il y a un budget de 50 € pour faire. Et ce que je veux vous dire en fait, c'est que et ton travail d'Infreya est très intéressant sur ça, c'est que la photographie en fait c'est une question de créativité et d'envie, et c'est pas une question de budget. Il y a des personnes qui vont vous faire des super beaux trucs avec du sténopé, et d'autres qui vont arriver avec du moyen format à 6 000 € et qui vont vous sortir des choses, on va dire ouais, c'est... Il y a beaucoup de définitions, c'est certain. Par contre, le fond, malheureusement, reste encore à définir. Bah en fait, je me dis que la photographie n'a pas attendu l'invention des flashs et des softbox pour être intéressante et pour exister. Non, bah non, parce que les tout premiers, quand tu regardes le daguerreotype, quand tu regardes les tout premiers dispositifs photographiques, c'était des dispositifs de captation de la lumière ambiante. Il n'y avait pas d'ajout de lumière
de lumière secondaire ou plusieurs sources de lumière. J'ai le souvenir, il y a presque une quinzaine d'années, dans un stage, dans un studio, un studio photo très connu à Paris qui s'appelle le studio Pin-Up. Et donc j'étais assistant plateau et j'ai souvenir d'un photographe québécois dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui venait faire un shoot lingerie d'un modèle sur une balançoire du coup qu'on avait scotché, qu'on avait attaché à une poutre, et les mecs venaient avec une source de lumière géante et il disait aux autres assistants, enfin non, moi j'ai juste besoin que d'une source. Quand tu regardes dehors, quand tu sors, il y a une seule source. Et regarde la diversité de possibilités que ça donne. Donc non, si t'arrives toi à travailler, à faire quelque chose qui te convient si t'arrives à faire quelque chose qui te convient, avec les sources que tu as sans passer sur des sources entre guillemets pro avec de très grands guillemets, l'important c'est le résultat. Et en plus, je parle là en tant que personne qui pose, le fait d'avoir une lumière continue aide à se mettre dans l'ambiance de la photo. Parce que être dans un studio avec une lumière classique de pièces d'intérieur et avoir la lumière qu'il y aura sur la photo uniquement lors d'un flash d'un centième de seconde, ça n'aide pas du tout à se mettre dans l'ambiance. Ah non, c'est certain que c'est pour alors autre que chose. dans ma chambre, quand il fait quasiment tout noir et qu'il y a juste ma lampe de chevet qui vient éclairer un demi-bout de mon visage, et ben là, je suis dans l'ambiance de la photo, et donc ça m'aide beaucoup plus à choisir ma pose et à vraiment vivre la chose. Est-ce que tu considères que justement dans cette préparation, tu viens utiliser donc on parle vraiment de la préparation du shoot, on parle pas encore de la post-prod, est-ce que tu considères, est-ce que tu penses, est-ce que tu ressens que tu viens utiliser une méthode scientifique ou une méthode qui vient de ton cursus de musicienne ou de ton cursus de biologiste? Pas forcément. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle je vais vraiment réfléchir, c'est en fait l'angle de mes rayons lumineux. Et sinon, c'est vraiment de l'instinct sur le moment. Alors, s'il y a des personnes qui se demandent, qui n'ont pas compris ce que tu as voulu dire avec l'angle du rayon lumineux, je l'ai volontairement pas mis dans l'épisode précédent parce que vous n'avez pas grand-chose à faire là et on abordera les lumières un autre jour. Mais faites une recherche, excusez-moi, sur le théorème des angles de Descartes. En gros, c'est imaginez que vous avez une surface plane, vous envoyez un projectile, il va avoir un point d'impact et il va rebondir en reproduisant exactement le même angle. En gros, c'est le principe du ricochet. Oui, mais pourquoi la pierre retombe ? Ça, c'est parce que c'est la gravité. Et pourquoi la pierre s'arrête ? Parce que ça, c'est la force d'inertie et au bout d'un moment, elle n'a plus de force. Mais une lumière, et en fait... Et de frottement, merci. Ah ouais, effectivement, on sent que t'es plus scientifique que moi déjà. Je peux pas dire toutes les bêtises que je veux. Mais effectivement, le théorème des angles de Descartes vous permet de comprendre. C'est comme le billard. Quand vous voulez faire une bande pour toucher une bille, vous avez deux types de lumière. Vous avez la lumière directe, qui vient de votre source de lumière, et vous avez votre lumière indirecte, qui vient... qui est une réflexion, en fait, qui est la lumière qui est renvoyée, qui est émise après la zone d'inflexion, après la zone de touche de la lumière. Donc ça, déjà, c'est un truc qui est très important, mais on passera peut-être un jour un temps un petit peu plus long à l'expliquer. Si c'est trop personnel, t'as le droit de faire pouce-pouce ou de m'envoyer paître sans aucun problème. Quel questionnement tu poursuis ? T'as déjà un petit peu répondu, mais je veux vraiment la formuler différemment. Quel questionnement tu poursuis dans ta pratique photographique de l'autoportrait ? Est-ce que tu as trouvé déjà... Enfin, quelle est la question que tu te poses à toi, dans ton fort intérieur, dans ton intime, sur au-delà de l'envie, qu'est-ce que tu recherches ? Et est-ce que jusqu'alors, tu as trouvé un élément de réponse ? Il n'y a pas forcément de questionnement en fait derrière. C'est juste quelque chose qui, en soi, me paraît évident. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas à me questionner sur ce que je veux faire passer dans une photo ou quoi. C'est quand je ressens le besoin d'exprimer quelque chose par la lumière, par la pose, par le cadrage, je vais le faire. Et au final, c'est pas tant un questionnement que juste le fait de s'autoriser la liberté de faire ses photos. Est-ce que... ça répond, mais j'ai quand même la poser parce qu'elle est dans le conducteur. Est-ce que justement, le regard que toi tu peux porter sur
le travail des autres photographes auxquels tu as participé en tant que modèle, est-ce que ça te permet d'affiner justement la réponse que tu me donnes? Comment ça? Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu... on va déconstruire la chose, mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ce rapport à la photographie en tant que modèle et cette envie, et que, bon gré mal gré, tu te sois mis un moment à cette pratique de l'autoportrait, est-ce que tu penses que ce parcours en tant que modèle, et surtout la vision artistique, plastique, esthétique que tu peux donner au travail d'autres personnes où tu es modèle, est-ce que ça, c'est quelque chose qui module beaucoup ton envie dans ton travail, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, au final, tu serais quand même venu à la photographie et tu aurais quand même, eu envie de travailler cette question du portrait? Je pense que ça joue en partie dans le sens où j'ai fait énormément de shooting en tant que modèle où j'étais représentée d'une certaine manière, donc quelque chose d'assez neutre, d'assez naïf presque. Et maintenant, c'est pas que je veux aller à contre-courant de ça, mais c'est que je n'ai plus du tout envie de faire ça. L'envie que je pouvais avoir de faire des photos jolies, mignonnes, est complètement passée. Parce que maintenant, j'en ai une ribambelle dans mon disque dur. Et forcément, j'ai envie d'aller plus loin maintenant. Et de vraiment me spécialiser dans cette partie un peu brute de la photo que je peux faire de moi-même. On va faire quelque chose de particulier. Alors, j'imagine qu'effectivement, ça aura des répercussions sur la manière dont certains d'entre vous et certaines écoutent ce podcast et l'envisagent, mais autant c'est quelque chose sur lequel je vais être très clair. On va faire ce que j'appelle le petit point masculinité toxique. Le monde de la photographie n'échappe pas à certaines dérives, malheureusement, comme le monde du cinéma, comme beaucoup d'autres mondes qui flirtent avec l'art et où il y a des notions de pouvoir, puisque comme tu le disais tout à l'heure, quand tu es photographe, tu as un pouvoir sur le modèle, et si le modèle veut pas se teindre les cheveux ou pas se décolorer les cheveux, en gros le modèle fait chier, mais on lui demande pas trop son avis, parce qu'il est que modèle. Est-ce que tu as ressenti un changement dans le rapport au modèle, donc toi en étant modèle, ou dans le rapport au modèle de manière générale, toi en ayant peut-être envie de travailler avec d'autres personnes, même si tu m'as dit que pour l'instant c'était pas forcément quelque chose que tu faisais, depuis le mouvement #MeToo? Alors, au sein du milieu, il n'y a eu aucun changement. C'est-à-dire que... C'est rassurant. En fait, ça fait très longtemps, depuis que j'ai commencé, je vois qu'il y a des groupes de signalement de photographes, la communication existe entre modèles depuis longtemps. Donc moi, j'ai commencé en 2015, mais déjà dans les années 2000, ça existait, et sans doute encore avant. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, les gens extérieurs sont un peu plus au courant. Mais sinon, les photographes, beaucoup ne se sont pas remis en question. Est-ce que toi, ça a changé du coup alors du coup pas en tant que modèle, mais en tant que photographe, comme tu disais, tu as beaucoup de photos mignonnes de toi dans ton disque dur. Est-ce que ça a changé ton rapport à la pratique? Alors en soi, étant donné que j'ai toujours été dans les milieux féministes, le mouvement MeToo n'a pas changé grand-chose pour moi, dans le sens où j'étais déjà dedans en fait. Mais c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup d'opinions qui peuvent être très controversées pour certains. Mais par exemple, je considère qu'un photographe homme qui ne photographie que des femmes qui font un 38 avec des seins et des fesses qui répondent à une équation mathématique de sphère ne sont pas des artistes. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Le fait de photographier exactement de la même manière que n'importe quel publicitaire depuis les années 50, c'est pas vraiment de l'art. Petite précision, tout de suite, très souvent je m'amuse à dire quand je parle de lui que ce podcast n'est pas sponsorisé ou ne fait pas de la publicité pour le formateur, le photographe Julien Ponce. Bon, aujourd'hui je vais un petit peu changer, je vais dire que ce podcast n'est pas sponsorisé par le collectif Nous Toutes, mais clairement il aurait pu, puisque je suis assez d'accord avec leur avis. Donc si maintenant je vois les chiffres d'audience de ce podcast tomber en flèche, je saurai pourquoi. Et c'est aussi pour ça que le plus sincèrement et le plus honnêtement possible du monde, pour moi c'est aussi très important rapidement, on est quand même au 4e épisode,
c'est très important c'est très important rapidement pour moi de faire intervenir des femmes dans ce podcast parce que la photographie est une pratique pluridisciplinaire et plurigenrée aussi. Et je sais que je vais faire plaisir à Camille et à Aloïs, mais très souvent, quand on va sur un salon de la photographie ou des choses comme ça, on a l'impression de voir des hommes cis expliquer comment travailler une lumière ou comment travailler un zoom. Enfin, moi, c'est quelque chose le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est qui me débecte. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je ne vais plus sur certains salons de la photo à Paris, où on a un petit espace qui va faire 6 mètres carrés, on a un modèle en bikini, et encore bikini, elle serait couverte pour l'hiver, maquillée, et de l'autre côté, il y a 50 mecs qui bavent avec leurs objectifs, qui déclenchent en rafale, et qui sont contents de, pouvoir se rincer l'œil, pendant qu'une autre personne est là pour expliquer, en gros, comment on est censé faire de la lumière. Mais en fait, les gens sont pas spécialement là pour la lumière. Les mettre en valeur. La définition de mettre en valeur étant évidemment selon un certain prisme. Oui, et effectivement. Oh là là, je vais vraiment pas avoir beaucoup d'écoute moi sur le podcast. Pour continuer sur cette hypocrisie, on voit au fil des mois la suppression des photos de corps de femmes sur la plateforme, sur le réseau social Instagram, car considérées très souvent ou signalées très souvent comme trop sexualisées ou offensantes. Par leur curation et par leur outil de censure. Alors, très souvent, ce qu'on vient faire, c'est que... je reviens juste sur ma page, voilà. Déjà, cette question-là, excusez-moi. Très souvent, ce qu'on vient faire sur un corps de femme, c'est que on va juste venir cacher des tétons. Cacher ou flouter des tétons. Ce qui vient pour moi poser une dichotomie entre la démonstration et la suggestion. Parce que quand on est sur un modèle féminin qui est presque complètement nu, le fait de cacher un sexe avec une barre noire ou des tétons, en fait, non, on cache rien. En fait, c'est toujours une image extrêmement sexualisée. Alors que dans le même temps, des photos d'hommes virils, musclés, qui ont les tétons qui pointent pour la sainte mère patrie, il y a aucun problème. Ça ne dérange personne. Est-ce que tu as déjà, toi, été confronté par rapport à ton travail personnel à cette question de censure ? Alors, dès le début, sur Instagram, j'ai vraiment censuré. On voit sur mes posts, je mets des gros carrés, etc. Là où j'ai eu quelques problèmes, c'est au final quand j'ai posté sur mon compte Facebook privé, donc avec uniquement des gens que je connais directement de ma vie privée, des photos non censurées, puisque je savais que personne n'allait signaler ou quoi. Où j'ai eu 2-3 remarques, au final j'ai dû expliquer. Mais sinon, sur Instagram, j'ai compris dès le début que j'allais devoir me plier aux règles, ce qui est assez étrange, puisque au final je dois cacher des biberons pour enfants, puisque la poitrine ce n'est que ça, et que dans le même temps, l'État français me paye pour poser nue devant des classes de 40 étudiants, et considère que les collections du Louvre pleines de femmes nues sont un trésor national. Ouais, on est tout à fait d'accord. Je repense et je le salue. Je salue beaucoup trop de monde dans cet épisode. Moi, je suis désolé, je suis très très corporate. J'ai un ami un ami avec qui j'étais à la fac et qui lui a continué sur le chemin de la fac et qui est enseignant d'art plastique. Et il m'expliquait que la dernière fois, il a donné un cours sur Ingres. Oui. Alors, je vais pas dire de... PO, je suis désolé, bouge-toi les oreilles. C'est l'odalisque, la femme qui montre son dos, un petit peu déformé. Et 2 élèves au fond de la classe ont passé leur cours les yeux fermés. Et d'autres personnes, et j'ai eu la même réflexion, étaient mais emmène-les au musée d'Orsay. Il y a le fameux tableau de Courbet dans lequel il a recoupé pour juste garder une vulve qui s'appelle l'origine du monde. Enfin là, je veux dire, ils vont se crever les yeux. Enfin, mais c'est un autre débat. Ce qui me turlupine, c'est le cas de le dire, sur Instagram, c'est vraiment cette notion de censure, en fait, parce qu'on va avoir parfois des personnes qui vont montrer des corps qui sont extrêmement démonstratives, extrêmement suggestives. Mais c'est bon, ça va, ça compte pas, parce qu'on a caché les tétons, donc pas vu, pas pris. Je suggère, donc c'est Salty, je crois, donc qui est une plateforme qui a démarré sur Instagram, qui pose des questions sur tout ce qui est de l'identité de genre, identité sexuelle, et qui a fait en fait toute une enquête sur la censure sur Instagram. Et donc pour résumer, les corps sont plus souvent censurés quand il s'agit de personnes
non cisgenres, non hétéros. Par exemple, des hommes qui sont noirs et qui sont en surpoids vont être plus censurés que les modèles de Victoria's Secret, par exemple. Et les boutiques, les business qui sont le plus censurés au niveau de la promotion de leurs produits sont des business qui sont créés et gérés par des femmes sur Instagram. Je veux bien que tu me retrouves le lien, et on le mettra en dessous de ça. Ce qui est très intéressant, c'est aussi justement le modèle de beauté, le modèle esthétique que met en avant Instagram. Moi, je suis sur mon compte privé, sur mon compte photographe, je suis des photographes qui travaillent sur le corps humain homme-femme, avec des notions de suggestion, justement des notions de clair-obscur, des choses qui sont très intéressantes. Et il y a rarement de censure, en fait. Il y a rarement de censure, pardon. Ils n'ont pas à pixeliser ou flouter leur travail, puisque ce sont des choses qui sont pas visibles dans la manière de travailler le corps. Et je pense qu'on en a fini avec cette question-là, mais pour juste pousser la chose un petit peu plus loin et peut-être inviter les auditeurs à se questionner, les auditrices aussi, à se questionner sur la plateforme Instagram, même si toi, moi et d'autres personnes, on est présents, parce que en parlant d'image, en faisant de l'image, on doit être présent sur cette plateforme. Tu m'as dit que sur Vogue Italia, il y avait une notion de curation. Est-ce que tu as déjà eu de la censure sur Vogue Italia ? Alors, sur Vogue Italia, il n'y a pas de censure. Ils postent beaucoup de nus et également des corps qui sont en dehors de la norme d'esthétique actuelle. En fait, la curation de Vogue Italia, c'est qu'on peut poster uniquement 2 photos lundi et mardi. Et eux, en fait, appliquent une sélection par rapport à leur ligne éditoriale. Alors, leur ligne éditoriale n'est pas explicite. Donc, parfois, j'ai des photos que je considère comme très bien qui sont refusées, d'autres que je considère comme moyennes qui sont acceptées. Mais c'est uniquement d'un point de vue de leur esthétique personnelle. Et quand on va sur leur accueil, sur leur sélection best-of, au final, il y a beaucoup de nus et de corps qui ne sont pas des corps de mannequins qu'on voit partout dans la pub. Donc, vraiment, je reviens sur cette idée de... Fais-toi un site. OVH, t'en as pour très peu d'argent. On en discutera, oui, c'est pas la oui. question, mais on en discutera après. Mais ça résout quelque part cette question de censure et cette question de montrer son travail, et c'est déjà ça. Est-ce que tu penses un jour peut-être reproduire... Alors, c'est pas vraiment un questionnement du coup, mais je vais quand même dire questionnement. Est-ce que tu penses un jour reproduire la pratique photographique, le questionnement que tu as toi, justement, sur le corps, sur l'identité du corps, sur le travail du corps, la lumière, sur le corps masculin ? Alors en fait, la manière dont je prends mes autoportraits n'a rien à voir avec le genre. C'est-à-dire qu'au final, quand j'ai discuté avec des gens de mon entourage là-dessus, ce qui ressort, c'est que j'ai une photographie que beaucoup considèrent comme peu genrée. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des poses ou des lumières qui vont faire la jeune fille délicate, romantique. Et au final, j'ai déjà fait quelques photos de personnes qui me sont proches, masculines, donc en nu. Et en fait, moi, dans la manière dont je le traite, j'ai pas vraiment remarqué de différence. La seule différence qu'il y avait, c'est que ce n'était pas moi. Donc forcément, il n'y a pas le lien d'autoportrait, d'interprétation personnelle. Mais j'étais dans mes lumières, en train de faire mon clair-obscur, de me préoccuper de ce que moi j'aime beaucoup dans le corps, c'est tout ce qui est noueux. Donc les os, les muscles qui vont ressortir sous la peau. Mais en fait, la question du genre pour moi, n'est pas comprise dans mon travail. Je vais vraiment faire un travail sur une forme d'expression, de brutalité de l'humain. Donc c'est vrai que je vais essayer de faire une échelle d'expression assez large, aller de la colère à la tristesse, à des choses qu'on ne peut pas forcément décrire même, et de travailler sur la géométrie du corps. Mais l'identité sexuelle, l'identité de genre, ou même, pourquoi pas, l'identité de race, ce ne sont pas des choses qui font partie de mon travail. Parce que pour moi, c'est en dehors de la manière dont je conçois ma photographie. Ma photographie, ça va vraiment être sur une expression viscérale, donc qui va ressortir par le corps, par l'expression,
par la manière dont on va mettre en lumière et mettre en ombre certaines choses. Mais la question d'identité est au final un peu secondaire par rapport à la question du corps brut. Alors, je me permets très humblement et presque sur le ton de la taquinerie de reprendre ça parce que c'est malheureusement comme ça qu'on le définit, mais je pense que c'est pas comme ça que tu voulais le définir quand tu parles de race, tu veux dire de type caucasien. C'est ça, d'identité raciale en fait. Est-ce qu'on peut considérer que la notion de race existe ? Dans la société dans laquelle on vit, oui. Notamment dans la photographie et dans la photographie de mode. Quand on voit que Naomi Campbell a dû l'ouvrir grand pour que les défilés engagent des modèles noirs, et oui, il y a l'identité raciale, pour moi, est importante dans la photographie. Et notamment parce que je peux voir, dans ce que je vois passer de photographes français ou étrangers, que quand on veut faire du sexy, on va plus prendre en général une modèle blanche, et qu'il y a notamment, j'ai pu voir des cas de blackface complètement ignobles. Le blackface... De toute façon, le blackface, c'est déjà quelque chose de... Voilà, mais là... Le seul blackface, entre guillemets, alors grosse parenthèse, le seul blackface avec de très grands guillemets qui soit drôle et autorisé, presque à la limite, c'est celui de Robert Downey Jr. dans Tropique, Tonnerre sous les tropiques, qui est juste... mais qui est déjà une allégorie et une propre moquerie du stéréotype qu'on a fait jouer aux acteurs noirs dans les films d'action des années 90, et c'est déjà une... Il y a eu beaucoup de questions justement sur le racisme par rapport à cette performance-là, alors que en elle-même, c'est déjà justement quelque chose qui dénonce ce questionnement. Et même au niveau du rapport, par exemple, avec l'imagerie des geishas, il y a un racisme au niveau des modèles asiatiques qui est présent, et également de l'appropriation culturelle. Donc pour moi, l'identité raciale a tout autant sa place dans les questionnements dans la photographie que l'identité d'orientation sexuelle ou l'identité du genre. Peut-être plus terre à terre, mais une question que de toute façon on avait forcément abordée. Avec quoi est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu travailles avec de l'argentique ? Est-ce que tu travailles avec du numérique ? Est-ce que tu travailles avec du moyen format ? Est-ce que tu travailles avec du format carré ? Est-ce que tu travailles avec de l'APS-C ? Avec quoi travailles-tu ? Je travaille avec un numérique Nikon, puisque j'ai commencé sur du Nikon, donc tout simplement, je connaissais déjà les boutons. Donc j'ai repris un Nikon, je suis sous D5600. Et alors je suis très très peu penchée sur le matériel. Je ne vais certainement pas passer des heures à vous expliquer pourquoi tel appareil est mieux qu'un autre. J'ai uniquement choisi mon appareil parce qu'il a un retardateur que j'aime bien. Et c'est tout. Après, pour cette question de retardateur, tu peux éventuellement travailler avec... alors je sais pas, moi je suis pas du tout Nikon, je suis Canon, mais je sais qu'il y a des appareils sur lesquels on peut venir travailler avec des retardateurs Wi-Fi. Oui, j'ai une application sur le téléphone distance, et tout, mais au final j'ai mon petit rituel de retardateur, et pour l'instant ça marche. Et c'est comme j'ai pris l'habitude, et au final le fait d'avoir une habitude dans le travail, ça permet d'avoir des automatismes au niveau de la technique, et du coup de ne plus s'occuper de la technique, mais vraiment de la photo en soi. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que le plus intéressant et une bonne photo, c'est une photo dans laquelle on ressent justement et on retrouve ce que tu disais, cette question d'envie, j'allais dire d'animalité, pas toujours mettre de l'animalité, quand on fait du packshot, il n'y a aucune animalité, mais la maîtrise technique, en fait, on ne doit pas l'avoir. J'avais une discussion avec une amie à qui j'expliquais les différents types de boîtiers, elle me demandait ce que j'avais comme appareil photo, je lui disais, j'ai un 20D, j'ai un 5D Mark II, et puis après j'ai différentes optiques, et les différentes optiques servent à ça. Et on est arrivé à cette discussion qui est que la créativité vient impliquer la technique dedans, et le matériel qu'on a, mais le matériel qu'on a et la technique n'ont jamais défini la créativité qu'on a, et c'est ce que j'apprécie dans ton travail, c'est que en termes de lumière, on va aborder la question du développement, mais en termes de lumière, tu sors des choses qui sont très intéressantes dans ton travail sur le clair-obscur, et donc que tu appliques aussi à ton développement, puisque on voit au final que l'image finie, le produit fini, et c'est ça qui est intéressant. Et on ne peut pas jurer, on ne peut pas juger d'un matériel spécifique par rapport à ce que tu fais. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, faites des croquis, faites des dessins, dites-vous... moi, mon envie, c'est ça, j'ai envie de reproduire tel geste, j'ai envie de reproduire telle lumière.
la question du matériel et de la technique, c'est vraiment secondaire. Le plus important, c'est vraiment ce que vous voulez mettre en termes d'énergie, en termes d'âme dans votre photo. Il n'y a pas de supplément d'âme en photographie, en fait. La photographie, c'est déjà une part de... Très beau ce que je dis. La photographie, c'est déjà une part de votre âme. Voilà, on va arrêter de dire des bêtises. Est-ce qu'il y a... Justement, tu m'as dit que c'était pas quelque chose qui t'intéressait forcément, mais pour le moment, est-ce qu'il y a quand même une pratique matérielle, j'insiste sur le matériel, pour les gens qui nous écoutent en photographie, que tu n'as pas encore développé et que tu voudrais tester? Est-ce que le moyen format? Est-ce que du noir et blanc? Est-ce que de l'argentique? Est-ce que des optiques spécifiques? Peut-être des lumières? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as... c'est même pas une question de manque, parce que quand on parle, on sent que dans ton travail, c'est pas quelque chose qui te manque. Dans ta créativité, ce n'est pas quelque chose qui te manque. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de peut-être rajouter à un moment pour modeler ton travail? Là, comme ça, non. Je suis un petit peu en recherche d'un projecteur de lumière pour avoir une lumière vraiment très tracée, plus qu'avec une lampe torche ou une lampe de chevet. Donc, par exemple, un vidéoprojecteur. Mais sinon, ma foi, je suis très bien comme je suis actuellement. J'avais vu, je crois, dans ton travail, des photos qui étaient sur des projections de Cosmos ou des choses comme ça, et c'était... je vois effectivement ce que tu veux dire par cette notion de vidéoprojecteur ou de projecteur de lumière. Comment est-ce que tu travailles ta post-production? Ça me fait sourire parce qu'on avait déjà eu cette discussion il y a quelques mois de ça par Instagram, et tu as dit tu vas te moquer de moi. J'étais non du tout. Enfin, alors, est-ce que tu shootes en RAW? Est-ce que tu shootes en JPEG? Est-ce que tu travailles avec une tablette? Est-ce que tu travailles une tablette genre iPad ou un truc comme ça? Est-ce que tu travailles avec Snapseed? Est-ce que tu travailles avec du Photoshop ou autre? Comment tu travailles? Comment se passe ton process de post-production? Alors, je prends mes photos, je les prends principalement en JPEG. J'entends déjà les grincements de dents et les chocs des crânes sur le sol après les évanouissements. Voilà. Parfois un peu de RAW, mais sinon, en fait, je retouche principalement sur téléphone. Donc, deuxième AVC. Tu retouches ou tu développes? Alors, en fait, j'utilise Snapseed, j'utilise également les applications gratuites pour téléphone de Lightroom et Photoshop, parce que c'est vrai que toutes les trois sont vraiment complémentaires. Et ma foi, c'est à peu près tout. Oui. Mais du coup, alors je repose ma question, pas pour t'embêter toi, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai soulevé dans ce fameux épisode 3 qu'il vous faut écouter. Et je ne reviendrai pas sur la définition entre développement et retouche, mais tu développes tes fichiers, tu ne fais pas de retouche, à part peut-être sur assombrir ou unifier un fond, tu ne viens pas retoucher ton corps. Non, non. Enfin, le pire que j'ai fait, c'était supprimer un mauvais bouton d'acné sur le front. Voilà. Oui. Faut que j'ai une boîte à son à côté du podcast, faut que je mette des claps, des bouts à la Friends. D'accord. Mais sinon, c'est colorimétrie, contraste, exposition, enfin, classique. Ça t'arrive éventuellement de faire de la retouche pour une question esthétique, mais c'est de la retouche mineure. Qui n'a jamais retiré un bouton, une cicatrice ou un truc qui n'est pas esthétique dans une photo, mais c'est surtout du développement. Voilà, ou alors, donc, effectivement, unifier le fond, parce que j'ai juste un drap gris comme fond, donc parfois, on voit les plis. Et sinon, quand je sors d'une journée de 10 heures de boulot, oui, parfois, j'ai la marque du jean sur la hanche, et donc il faut retoucher un petit peu. Est-ce que ça t'arrive de faire ce que j'avais pu voir en studio? Je me souviens d'un photographe qui était venu et qui avait utilisé des coupes-flux. Alors, ce qu'on appelle coupe-flux au réflecteur, ce sont des grandes plaques de polyester. D'un côté, c'est blanc, donc ça renvoie, c'est un réflecteur. De l'autre côté, c'est noir, ça renvoie, mais du noir, donc c'est ce qu'on appelle un coupe-flux. Et en fait, il en avait mis de chaque côté de son appareil photo que les modèles ne voyaient pas, et dessus, il était venu punaiser un petit peu ce que ferait Pinterest maintenant sur un écran. Il était venu punaiser du matériel graphique, il était venu punaiser un tableau de Klimt, différents tableaux pour pouvoir voir le geste qu'il voulait et demander au modèle de faire le même. Tu m'as dit que tu faisais pas de croquis préparatoires. Est-ce que, sans pour autant utiliser des croquis préparatoires, est-ce que tu regardes des tableaux spécifiques? Est-ce qu'il y a des moments où tu passes
crois que c'est Dali qui disait ce que je fais, c'est que je reste un quart d'heure devant ma toile blanche et quand je sais comment je vais l'attaquer, quand j'ai visuellement, intérieurement le dessin dessus, la trame dessus, là je l'attaque. Est-ce que toi tu passes un certain temps, ou peut-être pas du tout, parce que tu fonctionnes différemment, à te dire ok voilà, ça j'aime bien, je veux reproduire ça, mon idée c'est ça, ou contrairement, ou peut-être à l'inverse, comme tu disais, tu fais tout à l'instinct? Je fais principalement à l'instinct. Donc effectivement, ce que disait Dali, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve énormément. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois juste de faire en fait un défi. En général, c'est avec des personnes avec qui je suis proche. On se dit, bah là, on se lance un défi. On prend tel tableau et on le reproduit chacun avec notre patte. Et j'en ai fait un là récemment. Et au final, c'est pas ce que je préfère. Mais ça permet toujours un petit peu de travailler sa lumière, de voir quelques petites choses qu'on pourrait améliorer parce que on a dans ce cas-là une idée précise du cadrage qu'on veut, la lumière qu'on veut, et on peut vraiment voir ce qui est à améliorer. Alors que quand je fais vraiment en improvisation, c'est plus brut de décoffrage. Je me permets une petite incursion, une petite résurgence sur ce que je disais tout à l'heure au tout début, quand je parlais de la citation de Juvénal et je disais qu'il y avait une allégorie de la citation et de la photographie pour ce qui est du cadrage. Je m'explique très rapidement. Une citation, c'est toujours quelque chose de séparé de son discours principal et c'est une orientation. On décide de garder quelque chose de spécifique qui va pouvoir être détourné, modelé, hors de son sujet. On va pouvoir lui faire dire ce qu'on veut. Le cadrage, en photographie, c'est exactement la même chose. À un moment, quand vous faites une photo, là, on part sur du corps, on part sur l'autoportrait, donc c'est quelque chose de très très spécifique. Mais de manière générale, d'une manière purement théorique, le cadrage en photographie, c'est une citation. C'est venir décider de mettre quelque chose dans son cadre. Et si vous décidez de venir mettre quelque chose dans votre cadre photographique, ça veut forcément dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ce cadre-là, tout simplement. De toute manière, j'ai toujours dit que la photographie ne représenterait jamais la réalité, notamment la réalité d'une personne. Puisqu'on va prendre une pose particulière dans une lumière particulière, une expression particulière, et donc on ne peut tout simplement pas faire une photographie du réel. Puisque même dans le principe même de la photographie, il y a des optiques, des transformations physiques, et donc on ne peut pas dire qu'on a montré la réalité d'une personne en l'ayant prise en photo. Le principe même de photographier, c'est venir capturer quelque chose qui n'existe pas déjà au moment où vous voulez le photographier. Même si vous décidez d'anticiper un mouvement, il y a toujours une fraction de seconde, c'est le cas de le dire. Puisqu'on parle de 1 sur X, on parle du fameux temps de pause la dernière fois, le temps pendant lequel vous allez vous mettre sur la plage à bronzer. Le moment où vous appuyez sur le bouton, entre l'ouverture du premier et du deuxième rideau, la prise de vue, même au 4 millième de seconde, et la fermeture du premier et du deuxième rideau, il y a un écart. Et c'est cet écart qui fait la photographie. C'est cet écart qui fait la différence entre que vous voulez capturer, que vous voyez, et ce que vous capturez finalement. Le seul moment où on n'a pas ça, enfin, le seul moment où on ne ressent pas ça, pardon, parce qu'on l'a forcément, c'est sémantique et c'est obligatoire en photographie, le seul moment où on n'a pas ça, c'est quand on travaille en studio. Puisqu'on fait une nature morte, ou un modèle, ou un sujet, donc on maîtrise ce qu'on veut dire. En tant que femme artiste, en tant que photographe, en tant que modèle, quel rapport portent tes proches sur ton travail ? Alors, mes proches, déjà, j'ai un peu fait une sélection sur à qui je montrais mon travail. J'ai eu pas mal d'incompréhension au début, de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça, quelle était ma motivation, parce que pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable. Mais au final, maintenant, c'est quelque chose qui est naturel et évident pour la plupart d'entre eux. Voilà, après, évidemment, j'ai tendance à avoir des gens dans mon entourage qui sont en correspondance avec moi sur beaucoup de sujets, donc qui ont en général une mentalité qui fait qu'ils comprennent ce genre de démarche. Mais c'est plus avec les gens du coup qui ne sont pas de ce cercle qu'il peut y avoir quelques petits accrochages. Mais en soi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Et par rapport aux photographes hommes et femmes que tu peux rencontrer, avec qui tu peux échanger, parce que tu es passé de l'autre côté de la pratique,
quel est le... Alors, la première question, il y en a une dans l'autre. La première question, c'est quel est le regard de ces personnes-là sur ton travail ? Alors, j'ai pas beaucoup de retours parce que je ne suis pas vraiment portée sur le social. Et même le social à l'intérieur du milieu photographique. Je sais qu'il y en a qui sont tous les week-ends en vernissage, etc. Moi, je suis la spectatrice silencieuse. C'est-à-dire que je suis sur des forums ou des groupes. Mais on t'appelle Silent Bob. C'est ça, exactement. On a trouvé notre Silent Bob de la saison 1 de Newsfilter, c'est parfait. Je suis devant mon écran et puis je regarde défiler, mais je ne m'exprime jamais. Donc c'est vrai que j'ai vraiment très très peu de retours de photographes. C'est-à-dire que les seuls retours que j'ai, au final, ce seraient des photographes qui me suivent sur Instagram et qui commentent mes photos. Mais sinon, j'ai jamais vraiment eu de retour. J'ai eu un retour une fois, mais indirect, c'était un de mes très proches amis qui est allé à un vernissage et qui a montré mon travail au photographe. Son avis m'a un petit peu déçue dans le sens où il m'a immédiatement rangé dans la case femme qui fait du nu. Alors que pour moi, en fait, le nu n'est pas une catégorie de photographie, en fait. J'ai l'impression qu'il t'a rangé dans deux cases. Ce qui va même appeler la deuxième partie de la question, c'est qu'il t'a déjà rangé dans la catégorie femme qui fait de la photo. Oui, voilà. Et la deuxième catégorie qui est nu. Voilà. Alors que pour moi, le nu est juste un état du corps et pas un style de photographie. C'est-à-dire que je fais l'autoportrait, je fais du clair-obscur, mais le nu, pour moi, en fait, ça ne veut rien dire d'un point de vue photographique. Je vois bien ce que tu veux dire, et je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que justement, peut-être que ça fait écho à ça, est-ce que tu penses que son retour aurait été, je vais pas dire encore plus cinglant, ou son avis aurait été encore plus tranché ou spécifique s'il avait perçu tout de suite que tu étais une personne qui est passée avant par la pratique du modèle pour des photographes ? Je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que de base, dans le milieu photographique, quand on est une femme, on va souvent être prise de haut. Les modèles encore plus. Après, c'est vrai que je me tiens très loin de ce milieu. C'est-à-dire que je suis très critique vis-à-vis du milieu de la photographie, et notamment du milieu français. C'est-à-dire que je me moque, mais je suis très critique vis-à-vis de tous les gimmicks qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que quand on est un homme... Alors si on est un homme de plus de 50 ans, on fait du corps féminin nu en noir et blanc dans un studio. Attends, parce que là, on atteint le point d'Iconek. Voilà. On atteint le point d'Iconek que je ne pensais pas atteindre spécialement dans cet épisode. Bonjour. Donc si on est une femme, si on a moins de 30 ans, on va faire de la photographie Instagram, donc avec les petits effets vintage, avec des femmes, donc avec des mises en scène dans des bains de lait et des jolies fleurs. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu ma cartographie du milieu photographique. C'est compliqué parce que autour de moi, j'ai des personnes qui sont dans des communautés LGBT, qui sont artistes, qui sont performeurs, et je sais que c'est une blague. Enfin, je sais que dans ta bouche, c'est une blague, cette histoire de cartographie, mais ils sont un petit peu en diagonale sur ta carte. Enfin, tu vois, on aura beau l'appeler dans tous les sens, ils vont forcément toucher plusieurs zones. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas que le milieu photographique est saturé, mais c'est que, en fait, j'ai l'impression que le milieu photographique en général est un milieu dans lequel il y a assez peu de remise en question. Donc on va avoir des milieux où les gens vont s'auto-congratuler entre eux. Donc voilà, les hommes de plus de 50 ans vont adorer faire tous les dimanches leur workshop de nu en noir et blanc, pendant que toutes les femmes sur Instagram vont avoir les mêmes presets pour avoir l'effet argentique sur leurs photos de jolis modèles dans des serres ou dans des bains de lait. Et au final, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne en rond, où chacun va rester dans son truc. Et il y a d'une part peu d'évolution, et d'autre part une possibilité de discussion qui est très limitée. Et au final, c'est pas quelque chose que je recherche, donc c'est pour ça que je vais très peu rechercher la compagnie d'autres photographes, parce que c'est pas ça que je recherche. Moi, je recherche vraiment des gens qui vont m'inspirer. Et ce que je dis souvent, c'est que il y a vraiment des personnes dans mon entourage, parmi mes proches amis. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je me dis, ces personnes-là, juste par leur simple présence, me poussent à faire mieux, me poussent à m'améliorer. Et donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt de me mettre dans ce milieu photographique où, au final, je trouve que leur travail n'est pas forcément ce que je recherche, et la mentalité non plus. Alors, j'entends et je comprends.
Est-ce qu'il y a des... Alors la question qui venait après, je vais la mettre en second plan du coup, parce que la question qui venait après, c'était est-ce qu'il y a des œuvres non photographiques qui t'inspirent, qui t'interpellent? On y a déjà un petit peu répondu. Tout back. J'adore Bach. La radio allemande passe de très bons disques. Papy fait de la résistance, voilà, je suis en roue libre sur mes références, je suis désolé. Tu ne recherches pas la compagnie des photographes en adéquation un petit peu par rapport à la cartographie que tu me sortais comme ça et que même sur un ton de plaisanterie que je comprends quand même et avec laquelle je suis somme toute assez Je d'accord. t'enverrai le fichier entier un jour. Oui, Si on fera un bingo si tu veux. Oh là, je sais pas dans quoi je vais tomber, mais effectivement, Chaque fois que tu reçois un message d'une personne de la catégorie, tu coches, et puis celui qui remplit le bingo en premier a gagné. Écoute, on peut, mais moi, étant un homme m'approchant de la cinquantaine et ayant moins de succès que toi sur Instagram, parce que forcément, qu'on est une femme. Pour une fois qu'on est privilégié. Je reçois peu de messages de photographes. Peut-être qu'avec le compte No Filter, on va avoir des échanges avec des photographes. Je serais ravi. Tu ne recherches pas la compagnie des photographes, ok, mais est-ce qu'il y a des photographes, est-ce qu'il y a des travaux photographiques spécifiques qui ne sont pas forcément de l'ordre du nu, des traitements, des cadrages, des choses que tu apprécies et qui t'inspirent? Oui, alors en fait, en général, ça peut paraître étonnant, mais les photos qui m'ont le plus marqué d'un point de vue lumière étaient des photos d'architecture. Des photos prises d'intérieur de cathédrale. Il y a notamment... c'est Frédéric, je crois. Et j'ai perdu son nom, mais un photographe tchèque qui avait pris en photo la construction, enfin la rénovation d'une cathédrale à Prague. J'ai perdu son nom, c'est terrible. C'est terrible. Ivan, c'est terrible? Non. C'est mauvais, je suis... Ah oui. C'est Joseph Soudek, voilà. Eh ben voilà, une mauvaise blague et on trouve la référence. Exactement, donc Joseph Soudek. Et en fait, j'étais tombée sur un article qui décrivait le travail de ce photographe comme la théologie de la lumière. Et cette expression m'avait vraiment bouleversée. Et au final, c'est quelque chose que j'ai gardé. Cet amour de la lumière, même quand on veut faire une photographie très sombre dans ce qu'elle représente, toujours garder la lumière parce que la photographie, c'est l'art de la lumière. J'aime beaucoup effectivement l'association de théologie de la lumière. Il y a des associations de mots comme ça. De Gaulle avait parlé d'enfant soldat en disant qu'on ne pouvait pas être et enfant et soldat. Profitez bien, c'est la seule fois où j'ai parlé de politique et de Gaulle dans ce podcast. Mais je trouve que cette notion large de théologie, ce qu'elle amène, et la notion de lumière purement au sens photographique, je vais te l'emprunter, je vais la garder parce que c'est deux qui fonctionnent très bien. Tu pars dans quelques jours, quelques semaines en Islande. Tu vas poser tes valises un petit peu plus loin pour continuer ton travail. Est-ce que tu as des projets déjà photos en tête là-bas? Pas photo. J'ai des projets, moi, pour visiter. Mais la grosse réserve que je mets à mon travail photographique en Islande, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de photographes et d'influenceurs, le mot est large, sur Instagram. J'aurais dû faire une vidéo pour que vous puissiez voir le table flip qu'on fait les yeux de Nymphéia sous ses paupières avec le petit dodelement de tête pour dire influenceur en général. Heureusement, on est sous une bonne hauteur de plafond chez AgroSup, parce que là, sinon, je pense que t'aurais eu mal à la tête. Et parce que je vois beaucoup de gens en fait qui... Alors ça rejoint la mode du landscape nude. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens au final qui maintenant consomment les paysages de l'Islande pour la photo plutôt que de réellement les apprécier. Et en ce moment, je vois énormément de landscape nude. Et moi, quand je vois trop de choses d'une même catégorie, je sature. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais en faire. Pour l'instant, la réponse est plutôt non, parce que j'en vois trop. Et ça ne m'inspire pas. Donc, je vais rester là-bas 6 mois. Donc, je vais surtout en profiter pour randonner et pour vraiment apprécier l'Islande telle qu'elle est, plutôt que de consommer ces paysages à coups de photos de landscape nude et puis de retouches agressives pour augmenter les bleus de la glace. Alors, petite précision, petite précision à la question que je voulais t'amener. Je pense que je me suis mal exprimé sur la manière dont
dont je l'ai amené, mais je comprends tout à fait ton retour. Ma question était plus sur par rapport à la culture à laquelle tu vas te confronter. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais comme je sais qu'on suit, et tu m'as permis de suivre une personne qu'on salue, qui est Raphaël, mon voisin, dont on va parler après, qui est en Islande, qui est art director et photographe, enfin qui est directrice artistique pardon et photographe et qui fait des super choses. Est-ce que tu imagines peut-être ou tu laisses une porte ouverte pour que la culture du corps, la culture à laquelle tu vas te confronter, qui n'est pas celle du pays dans lequel tu vis, parce que toi-même tu es d'une culture qui est plutôt, je sais pas si on doit dire slave, enfin t'as un mélange de différentes cultures. Est-ce que tu laisses une place à ça éventuellement dans ton voyage? Alors déjà, est-ce que tu pars avec ton appareil photo ou pas en fait? Ah oui, je pars avec mon appareil et de toute manière, je considère que à partir du moment où je suis exposée à quelque chose, je vais forcément en retenir quelque chose. Ça peut être du dégoût, ça peut être de la passion, mais forcément, quand on est amené à une expérience nouvelle, on en tire quelque chose. Et le fait que je reste plusieurs mois et que ce soit un pays que je veuille visiter depuis très longtemps, je pense que oui, je vais en tirer des choses. Ok, je vois ce que tu veux dire et je comprends ce que tu veux dire. Et petit rajout par rapport à ce que j'avais dit juste avant, en tant que biologiste qui va du coup travailler sur les écosystèmes d'Islande, les touristes et les photographes peuvent faire beaucoup de mal au pays qu'ils soi-disant adorent et admirent. Là, on arrive sur une discussion sur le temple d'Angkor, sur les ravages du passage humain. Au-delà même de l'acte photographique et de venir avec un petit trépied en alu, c'est certain que ça fait beaucoup de ravages et je me permets aussi de poser une question un peu large, c'est que je me suis rendu compte que maintenant, très peu de gens savent prendre une photo de paysage sans y rajouter un modèle. Et d'où vient ce besoin de mettre absolument un humain dans une photographie de paysage ? Je t'ai dit au début de l'épisode, avant qu'on enregistre, que tu avais le droit de me poser des questions, j'aurais peut-être pas dû. Ah, mais c'est pas forcément pour que tu répondes maintenant, mais pour lancer un peu la réflexion. Parce que je vois de plus en plus donc landscape nude, d'autoportraits au paysage, et j'ai l'impression que maintenant, on ne sait plus apprécier une photo et un paysage sans mettre un être humain. Et je pense qu'il y a une grosse question à se poser là-dessus, sur notre rapport au paysage et à l'humain dans son milieu. Est-ce que c'est pas un retour? Parce que quand tu regardes Le Déjeuner sur l'herbe, quand tu regardes le début des impressionnistes, ami historien de l'art, bonjour, c'est de nouveau moi. La pratique de l'être humain dans la nature, je pense qu'il y a un mot pour ça, mais je ne le connais pas. Là, je pense surtout au début des impressionnistes. Oui, ils sortent de l'atelier. Ils vont au Vers-sur-Oise, ils sortent de l'atelier. Au début, ils photographient la nature, et puis après, en fait, dans la nature, quand il fait beau, il y a des hommes et des femmes. Alors oui, dans certains tableaux, hashtag Le Déjeuner sur l'herbe, il y a des mecs qui sont en train de déjeuner sur un carré de toile et il y a une ou deux nanas un petit peu dénudées et les fesses à l'air. Étonnamment, c'est pas un mec qui a l'air. Mais c'est une très bonne question. Mais par exemple, donc du coup, bonjour Madame mon voisin, bonjour Raphaël. Raphaël mon voisin, donc je vous invite aussi à regarder l'Instagram et le site de Raphaël mon voisin qui sont vraiment fabuleux pour du landscape art. Écoute, il n'y a pas d'humain dans son travail. Oui, mais justement, c'est pour ça. Il y a une ou deux photos, mais ce sont des photos qui sont pas dans sa catégorie landscape, qui sont pas dans sa catégorie. Enfin, c'est toujours des plans très très larges. On est toujours sur des angles. Je veux dire, si on a plus de 24 mm dans certaines de ses prises de vue, c'est. Mais c'est pour ça que j'apprécie son travail, c'est parce qu'elle est l'une des rares à justement être partie en Islande et à vraiment montrer cet amour de l'Islande plutôt que ce consumérisme du pays. Est-ce que dans la suite de ton travail, donc tu parlais éventuellement de cette question de recueil, dont on va aborder une fois qu'on aura coupé les micros dans quelques secondes, est-ce que j'essaie de formuler ça peut-être différemment qu'avec les autres invités. Tu as dit que tu ne recherchais pas la compagnie des photographes pour tout un tas de raisons ce que je peux comprendre et ce que je peux respecter aussi comme avis. Il y avait l'interrogation tout à l'heure sur la manière de montrer ton travail, sur le fait même de montrer ton travail.
Est-ce que tu envisages à un moment une exposition? Est-ce que tu envisages Est-ce que tu as envie de passer le cap de l'impression? Alors, c'est envisagé. J'y réfléchi depuis quelques temps. J'avais pensé à faire des tirages tests, mais vu que je pars en Islande très bientôt, je vais pas avoir le temps de les recevoir avant mon départ. Mais c'est dans un coin de ma tête. Et j'y réfléchis activement. D'accord. Et ce serait... du coup, ce serait quoi? Sur ton travail, sur ton travail actuel sur Vogue Italia? Sur une série en particulier? Sur une série en préparation? En fait, je ne du noir travaille... et blanc, de la couleur, du grand format? Une précision par rapport à mon travail, c'est que je ne travaille jamais en série. C'est-à-dire que pour moi, chaque photo doit se suffire à elle-même comme un tableau. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal, encore une fois, ce qui me différencie de beaucoup de photographes actuels, et c'est pourquoi on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, c'est que pour moi, faire une série de 10 photos, ou même 5, où il y a juste la tête du modèle qui change de 45 degrés, et les yeux baissés au lieu du regard vers le photographe, pour moi, c'est totalement contre-productif. Je préfère mettre toute mon énergie dans une photo qui va vraiment être du début à la fin tournée vers le sens que je veux lui donner, et que ce soit une œuvre à part entière. C'est rigolo, tu parles de qualité versus quantité, ce qui nous renvoie de nouveau à cet épisode numéro 3. D'accord, donc... En fait, pour moi, la série doit avoir un sens. C'est-à-dire que, par exemple, prendre mon exemple, parce que c'est celui du coup que j'ai travaillé, mais j'avais commencé une série sur les expressions du visage. Et donc là, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est divisée en 4. Dans Vogue Italia, oui, justement. Vogue Italia, voilà, qui était très, très bien. Et donc là, effectivement, pour mettre dans une photo toutes les expressions du visage, c'est un peu compliqué. Et le fait d'avoir toutes les photos en une série plutôt qu'une seule photo a un sens, puisqu'en soi, la série est une entité, à savoir toutes les expressions du visage. On peut également appliquer ce concept à quelque chose qui pourrait être vraiment du storytelling, avec un début, un milieu, une fin. Mais pour moi, quand il y a des œuvres uniquement... Je dirais esthétique, mais c'est à prendre au sens large, c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que c'est juste des photos pour faire joli et qui n'ont aucun sens, mais des photos qui n'ont pas cette notion de déroulement ou de vraiment faire partie de quelque chose de plus grand. Le fait de faire une série, de faire 2 photos ou 10 ou 15, n'a absolument aucun intérêt. Mais de toute façon, là on parle vraiment juste d'une question de publication et de montrer son travail, parce que très souvent tu dois faire 1 ou 2, 3 photos après. Comme on disait tout à l'heure, tu gardes juste celle qui te correspond dans ton editing et que tu vas travailler. D'accord. Écoute, on arrive à la fin de ce 4e épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous, rajouter sur ta pratique? Ma foi, non. Je crois qu'en plus d'1 heure, on a dit pas mal de choses. Ouais, on est pas mal. Hein. On va atteindre l'1 heure. Bravo. 1h30. Bravo, Bowser. On va atteindre 1h50 à peu près là. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci de m'avoir aidé aussi à préparer ce podcast, puisque tu as joué le jeu du document Keep et de regarder, de mettre certaines questions comme justement le rôle des femmes que j'ai commencé à préparer dans mon questionnaire, et tu l'as poussé dans des sens qui étaient très intéressants. Donc un très grand merci à toi pour ce travail de partage et pour avoir pris le temps de nous parler de ton travail. Erratum par rapport à l'épisode 2 avec Day Anne, à la suite d'une remarque de monsieur Florent Renaud, donc l'invité du premier épisode, où je parlais de la photo argentique, et je parlais d'un enseignant que j'ai eu aux Beaux-Arts qui disait que la photo argentique n'atteindrait jamais la qualité de la photo argentique, et je lui disais, mais bon, en gros... Tu veux dire la photo numérique n'atteindra jamais le niveau de la photographie argentique. La photo numérique, merci, n'atteindrait jamais la photo argentique. Je continue, qu'on soit bien d'accord, j'adore la photographie argentique. J'aime la pratiquer, même si malheureusement pour des questions de labo, de prix de la chimie, c'est très compliqué. Ce que je voulais dire en termes du moins ce que je pense que cet enseignant voulait dire, c'est complètement bloqué dans le temps. On était au début des années 2000, grand max, on était en 2004, et il faut savoir qu'en 2004, un appareil photo numérique, c'était forcément de la PSC, donc c'était plus petit que du 24-36. Et je crois qu'à cette époque, le plus défini, c'était du 8 millions de pixels. Donc on était vraiment au tout début de la photographie numérique. Donc
S'il y a des personnes qui, comme ce cher monsieur Renaud, ont senti leur pellicule ASA sans ISO vibrer dans leur poche à l'énonciation de ce que j'ai pu dire à ce moment-là, il faut surtout pas mal le prendre. C'était vraiment pas le but. Merci encore beaucoup de ton accueil, de ton temps, de ta disponibilité, de ta bonne humeur. Et de ta sincérité aussi sur les différentes questions. Toujours là pour ça. On va remercier AgroSup Dijon, qui ne le sait pas, mais qui, pendant 2 heures de temps, a hébergé nos filters. Donc c'est un petit peu le pendant du studio 404 de Monsieur Lame et des autres. Donc ne cherchez pas la pièce dans laquelle ça a été enregistré. 76. 75. 75. Bonne fin de journée à vous, bonne continuation. On se donne rendez-vous très prochainement dans un prochain épisode. La prochaine invitée, parce que ce sera une prochaine invitée. On va encore continuer avec des femmes, parce qu'elles ont encore beaucoup de choses à dire. Et j'ai encore tellement de choses à leur demander, notamment en photographie. On va voir comment je vais gérer la suite. Mais voilà, on va accueillir une jeune femme. Je vous dis pas encore ce sur quoi et comment elle travaille. Parce qu'un petit peu comme ton travail, Freya, c'est quelque chose de très particulier. Et je vais pas dire de niche, mais presque. Merci beaucoup. À très bientôt. On termine cet épisode de No Filter. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser des questions. En article en dessous, je vais mettre un lien vers le travail de Raphaël, mon voisin. Je vais mettre un article vers le clair-obscur. Et si tu veux bien, on mettra cet article de Salty sur le body shaming et sur la censure, et aussi les tableaux du Caravage et de son élève, de son apprenti, dont on parlait. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir, à bientôt, et je te souhaite un très bon voyage. Merci. Au revoir.